Ce soir, cette rencontre sur la Tunisie est la première de ces rencontres, de ce cycle de travail sur l'Afrique du Nord. Elle sera suivie ensuite par une rencontre qui traitera de la situation des relations entre l'Algérie et le Maroc, qui sont là aussi extrêmement complexes et compliquées en ce moment, avec la rupture des relations diplomatiques, des situations internes en Algérie et au Maroc qui sont différentes, mais qui sont aussi extrêmement compliquées, avec la fin du Hirak en Algérie, la contestation au Maroc, avec le conflit avec le Polisario en arrière-plan de tout ça, l'accord avec Israël également, qui a fait la une des journaux au Maghreb là, pendant ce week-end. Et donc, on a cette situation-là particulière, la situation libyenne également, qui pose un tas de questions en termes de relations sur cette région-là. J'oublie, mais on a toute une série donc de choses à dire sur ces sujets-là. La question du Soudan, la question de l'Égypte. Donc voilà, donc on aura tout un cycle de travail qu'on vous proposera pour pouvoir approfondir la réflexion avec des intervenants et des témoignages sur la situation dans tous ces pays qui sont très proches de l'Europe et avec qui on a des liens extrêmement anciens, extrêmement forts. Comme l'a dit Mehdi, cette visioconférence sur la Tunisie, vu qu'on suit ce qui se passe en Tunisie depuis des années. Hein. On était allé d'ailleurs, une grosse délégation en 2013 au Forum social mondial qui se tenait à Tunis et nous avions rencontré beaucoup de monde, les syndicalistes, des jeunes, des partis politiques, etc. Et donc, depuis, on suit, et puis, malheureusement, comme partout, hein, il y a un peu un repli hexagonal qui nous pose, comme à la terre entière, à tout le monde, de gros soucis avec le Covid et ce qui se passe en France à l'heure actuelle. Donc, évidemment, il y a un peu moins de préoccupation et d'intéressement à ce qui se passe ailleurs, c'est pour ça qu'on essaye de relancer et de lancer vraiment des réflexions là-dessus et d'inviter des gens comme vous, des militants, des experts, des spécialistes, etc., pour pouvoir redonner un peu de ce qui se passe à l'extérieur et comme le disait Mehdi, en particulier dans des pays qui sont proches comme la Tunisie. Je dois dire que le coup d'État, j'allais dire le coup d'État, ne disons pas le coup d'État, il paraît qu'on dit le coup de force du président, oui, je sais, en fin juillet, a été un choc pour tout le monde, puisque c'est vrai que la Tunisie a fait partie des pays pour lesquels on se disait qu'il y avait, malgré les difficultés, évidemment, et malgré les problèmes sociaux, économiques, etc., et j'allais dire religieux, bien entendu, les problèmes de la représentation des Nardas, etc., qu'il y avait quand même une transition démocratique qui, bon an, mal an, fonctionnait. Même si c'était très difficile de résoudre par ailleurs les problèmes auxquels sont confrontés tous les pays qui essayent de sortir des dictatures et de la mainmise, j'allais dire, des pays du Nord, parce que j'avais lu il n'y a pas très longtemps aussi, on pourra peut-être en parler, que le FMI avait mis des conditions aux emprunts, comme toujours, et que donc ça joue certainement sur les capacités et les possibilités de changer des choses profondément au niveau social et économique. Donc, merci de votre présence. Donc, nous aurons 3 interventions. Mouhedine Cherbi, qui est président du comité pour le respect des droits de l'homme en Tunisie. Si je me trompe, tu... Liberté de droit. Et puis ensuite, Leïla Riahi, donc, qui est du réseau d'Afrique du Nord pour la souveraineté alimentaire et plateforme tunisienne des alternatives. Et puis Guillaume Gontard, donc qu'on attend de retour du Panthéon et qui est donc président du groupe écologiste Solidarité et Territoire et au Sénat, et qui est vice-président de la Commission des Affaires étrangères et qui a reçu une délégation avec Mouhedine au mois de septembre, justement, par rapport à tous les problèmes que connaît la Tunisie aujourd'hui, en particulier donc, dans l'aspect démocratique, judiciaire, la remise en cause de la Constitution, etc., une répression qui devient de plus en plus forte, apparemment, vu toutes les informations que nous recevons, et en particulier de la part de Mouhedine. Donc, Mouhedine, je te passe la parole pour nous faire un peu une présentation de la situation, un peu peut-être aussi nous expliquer un peu ce qui s'est passé avec ce coup de force du président
auquel, quand on ne suivait pas vraiment de près la situation, nous n'étions pas, nous nous attendions guère, hein, pour le dire franchement. Et puis, eh ben, ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont effectivement les interventions qu'on peut avoir et les mobilisations et les soutiens qu'on peut apporter à la démocratie partout et en Tunisie en particulier. Mouhidine. Oui, merci pour l'invitation, merci pour votre intérêt, l'intérêt vif pour la Tunisie particulièrement et la région du Maghreb qui effectivement vous avez les Verts, ils ont toujours été présents euh, c'est pas d'aujourd'hui qu'on a ce genre de rapport et, euh, et ça confirme aujourd'hui, nous sommes en campagne électorale, donc c'est encore un intérêt supplémentaire parce qu'on voit pas l'international en débat dans cette campagne électorale malheureusement, comme beaucoup de questions sérieuses d'ailleurs. Ouais. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, ce que je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé, qui est connu maintenant par tout le monde. C'est 25 juillet, le président qui a été élu en 2019 par une très forte, un fort score, il a été face à un candidat entre guillemets qui passait pour corrompu. Donc, il a passé à 72% des électeurs. Donc, avec une forte légitimité, mais dans la constitution tunisienne, ce président n'avait pas beaucoup de pouvoir, vu que le régime est essentiellement parlementaire. Donc, c'est le Parlement et le chef du gouvernement qui, qui a été nommé par lui-même, qui a tous les pouvoirs. Euh, Effectivement, la situation d'avant le 25 juillet est une situation euh, grave, une situation sur tous les plans, le plan politique, l'image qu'on renvoie à l'Assemblée nationale, surtout, c'est pas, ça n'honore aucune assemblée de ce type-là. C'est une image conflits permanents, de chamailleries, de débats inexistants sur les questions essentielles, mais sur des chamailleries, euh, surtout prônées par des, des extrémistes. On sait que il y a une forte représentation d'un mouvement qui s'appelle El Karama, qui est un mouvement salafiste à la droite des Nava. Le Parlement il est dominé par un Nava, puisque le président Rachid Ghanouchi est le président du Parlement. Euh, Aussi, de l'autre côté, il y a le retour de l'ancien régime de Ben Ali, qui est représenté par le parti d'Estorien euh, et, sa, et sa dirigeante Abir Moussi, qui faisait aussi du politique spectacle dans l'Assemblée et qui renvoyait une image qui a fait que les Tunisiens ont déserté complètement la politique. Et ils ont presque, il y a une coupure totale entre la classe politique grâce à cette situation et le reste de la population. La population, là, elle va revenir, parce que là, elle est, moi, j'observe de l'extérieur les évolutions en Tunisie, mais là, euh, elle, elle est à l'intérieur, elle vit dedans, donc elle va parler aussi des questions qui ne sont pas euh, les préoccupations ni des politiques ni des parlementaires, les questions réelles, les questions du développement, les questions de, de, de la, de, de l'emploi, les questions du logement, les questions de tous les jours des Tunisiens. La crise aussi d'avant 24 janvier, la crise économique, vous savez, la Tunisie depuis quelque temps, depuis 10 ans, 10 mois, qui n'ont pas été résolues, surtout les questions de chômage. Les questions, ça s'est ajouté la question de la pandémie du Covid,
qui a aggravé encore plus la situation. Donc, le 25 juillet, le 24 juillet, c'était une situation insupportable pour tous les Tunisiens. C'est pour cela que quand Kais Saïed, il a fait ce qu'on appelle, certains, sur le plan juridique, l'appellent un coup d'État, parce que sur le plan juridique, on ne peut être qu'un coup d'État, parce que l'article 80 qu'a utilisé, de la Constitution qu'a utilisé Kais Saïed pour faire le coup de force, en quelque sorte, il a été interprété à sa façon, qui ne peut, pour certains, ne peut être qu'un coup d'État. Maintenant, le problème, il est plus politique que juridique. Ce n'est pas une question de coup d'État ou pas coup d'État. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est une question politique. C'est que après le 25 juillet, qui a été, il faut le dire, soutenu par une majorité de Tunisiens, on se rappelle, le 25 juillet au soir, les Tunisiens en liesse, on s'est descendu dans la rue parce que ils ont considéré que Kais Saïed les a débarrassés de Nahda, en quelque sorte. Donc, je parlais de Nahda qui a été exécré par la population parce que, effectivement, 10 ans de pouvoir, Nahda n'a jamais quitté le pouvoir, même quand elle était minoritaire. Hein. Après 2014, elle a perdu les élections, mais elle est restée au pouvoir, elle a partagé le pouvoir avec le parti qui a gagné les élections à l'époque, le parti de PJ Sepsi, et elle a continué après et jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle tenait les rênes de la vie politique pendant les 10 ans. Donc, elle a été comptable de tout ce qui ne va pas en Tunisie depuis 10 ans. Et c'est pour cela qu'elle a été haïe, que les gens ont considéré que Kais Saïed les a débarrassés de ce mal pour la Tunisie de Nahda. Le problème pour Kais Saïed, c'est que, effectivement, c'est après. C'est-à-dire comment il a géré l'après 25. Et l'après 25 juillet, la société civile surtout, et même beaucoup de partis politiques, ils l'ont soutenu. Et la société civile, ses représentants, les principales organisations, l'UGTT, l'association des femmes, les femmes démocrates, les associations de la Ligue des droits de l'homme, et d'autres associations, ont été le voir et lui ont proposé dès le premier jour de se mettre autour de la table et de voir comment gérer l'après-Nahda, c'est-à-dire une feuille de route, en quelque sorte, pour voir comment ça. Le président n'a jamais voulu entendre cela, il n'a jamais voulu entendre l'appel au dialogue, l'appel même avec les gens qui l'ont soutenu, qui l'ont fortement soutenu. Donc il a négligé cela. Et le 22 septembre, il est sorti avec un décret présidentiel qui, lui, vraiment, c'est un décret très grave, un décret où il s'octroie tous les pouvoirs. On n'a pas, je ne crois pas que dans la vie, dans aucun pays aujourd'hui, ou même hier, on trouve un président qui a aussi de pouvoirs importants que Kais Saïed aujourd'hui. Il a tous les pouvoirs. Donc, c'est pour cela que depuis le 22 septembre, la situation sur le plan politique s'est encore aggravée et le président, il continue à s'entêter et à refuser tout appel au dialogue, tout appel, par exemple, si je prends le JTT, il a coupé tous les liens depuis le 26 juillet jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas répondu ou rencontré la direction de l'UGTT, le secrétaire général de l'UGTT, ni aucune autre organisation d'ailleurs, ou association nationale importante. Vous savez que la société civile, elle est importante en Tunisie, elle est plus importante que le rôle que jouent les partis politiques hein, dans ces 10 années, elle l'a prouvé, mais Kais Saïed ne le voit pas de cet œil-là, il a toujours négligé. Maintenant, moi, en tous les cas, ce qui me préoccupe, c'est, en tant que militant des droits de l'homme, c'est la question des libertés et des droits de l'homme. Effectivement, on a vu pendant ces 3 mois maintenant,
même 4 mois, la situation sur le plan des droits de l'homme s'est dégradée de plus en plus. Beaucoup on a vu comment le président, surtout sous le volet de la lutte contre la corruption, sans qu'il présente aucun dossier solide sur parce que la corruption, oui, c'est gangrène la vie politique en Tunisie, on le sait, tout le monde le sait, mais le problème, c'est comment lutter contre la corruption. Le président, il ne cesse de jeter en pâture des noms de gens sans présenter aucune preuve. Donc les dossiers sont vides et jusque-là, il n'y a aucune politique de lutte contre la corruption. Aucun corrompu n'a été introduit devant la justice, On a vu le président aussi, parce qu'il a du pouvoir, s'ingérer dans les affaires de la justice. Et ça, c'est encore plus grave. Et on le voit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à son entretien d'hier, où il voulait agir sur la justice par des décrets présidentiels pour intervenir sur les questions de la Cour des comptes au niveau des élections. Donc voilà, la situation sur le plan des libertés ne cesse de s'aggraver. On voit par exemple dernièrement un ministre de l'Agriculture, un ancien ministre de l'Agriculture qui traînait devant la justice pour un dossier où le pauvre, il n'a jamais été en responsabilité quand le dossier existait. Et dernièrement, on a fait toute une campagne en France et on a même sollicité le soutien des partis politiques tels que ILV pour attirer l'attention sur cette situation d'atteinte aux libertés, d'atteinte aux droits de l'homme. Voilà un peu globalement. Je reviendrai, si vous voulez, un peu plus sur des questions plus pointues, s'il y a des questions, mais je laisserai la parole à Leïla, peut-être qu'elle peut intervenir sur les questions les plus criantes de la vie quotidienne des Tunisiens et des Tunisiennes. Voilà, merci. Oui, ben Leïla, je pense qu'effectivement, vous allez pouvoir, excusez-moi, je tutoie tout le monde. Tu peux tutoyer sans problème, pas de souci. Tu vas pouvoir donc nous présenter la vie quotidienne, ce qui se passe à l'heure actuelle en Tunisie et ce que vous faites comme plateforme alternative et en même temps au niveau de la souveraineté alimentaire. C'est une chose qui m'avait frappée quand j'ai vécu en Tunisie et quand j'ai regardé un peu après aussi les échanges et le niveau de souveraineté alimentaire, c'est qu'en Tunisie, quasiment la majorité de l'alimentation est importée, ce qui paraît tout à fait bizarre quand on connaît la Tunisie, parce qu'il semble que ça pourrait effectivement être autrement et que je pense qu'il doit y avoir des problèmes extrêmement graves à l'heure actuelle quand tu vois la désorganisation et la corruption sans aucun doute et l'endettement, etc. Donc bonjour Guillaume. Et Leïla, je te passe la parole et donc merci de ton intervention. Merci à tous, merci pour cette occasion très très conviviale de parler de ce qui se passe en Tunisie. Je pense que c'est vraiment très important de se poser des questions sur ce qui se passe dans la région, particulièrement en essayant de regarder ce qui se passe dans la marge. Il faut rappeler que peut-être aussi que Kais Saïed, c'est un personnage qui est sorti de la marge et que effectivement on connaît pas assez la marge qui est immense, que ce soit au niveau politique, associatif ou économique. C'est un monde parallèle en fait. Et moi je vais vous un peu, malheureusement c'est ennuyeux l'économie, mais beaucoup de choses trouvent leur réponse dans l'économie, donc je vais un peu vous parler de ça, ce qui se passe actuellement, mais en revenant un peu en arrière. Faut rappeler que la Tunisie a hérité après l'indépendance d'un système économique qui a été introduit par la colonisation. Donc l'objectif du système économique à l'époque était d'extraire les ressources naturelles et d'extraire les richesses
Donc, c'est comme ça qu'il a été conçu. Ensuite, quand Bourguiba est intervenu avec Ben Salah, ils ont essayé de reprendre un peu de souveraineté, particulièrement agricole, alimentaire, mais ça n'a pas duré longtemps. Ensuite, vous connaissez l'histoire, la libéralisation, les accords du GATT, les accords d'association, Ben Ali, le PAS, etc., tout le processus que connaissent malheureusement beaucoup de pays dans la région et dont la particularité est d'être alimenté par la dette. Alors, sur cet aspect, depuis 2010, en fait, aujourd'hui, on est endetté à 100% du PIB. Le taux d'endettement a été multiplié depuis 2013. Nous avons signé un accord avec le FMI, un Standby Agreement. Donc, il y a eu plusieurs réformes, entre guillemets, notamment la loi sur l'investissement, la loi sur les PPP et particulièrement la loi sur l'indépendance de la Banque centrale qui a privé le pays de sa capacité de gérer l'entrée-sortie de devises, de sa capacité de maîtriser sa monnaie, enfin beaucoup de choses qui ont fait que le dinar, en plus, a perdu énormément de sa valeur et les dettes, du coup, ont triplé de volume par rapport à la monnaie locale. Donc, on est en plein dans le piège de la dette de ce côté-là. Par ailleurs, le libre-échange l'introduction du libre-échange a aussi beaucoup modifié la structure économique et le système économique en lui-même. Donc, on a pas mal orienté, on a extrêmement, en fait, orienté tout l'investissement vers les produits destinés à l'exportation. Si je prends l'exemple de l'agriculture, c'est l'huile d'olive, les agrumes et les dattes. En contrepartie, là, on était en train d'importer ce que tu disais, Françoise, tout à l'heure, on importe 2 baguettes sur 3, alors qu'on est un pays qui consomme énormément de pain. C'est vraiment le produit de base. Un Tunisien consomme aujourd'hui en moyenne 8 kilos de viande par an. Alors qu'on est censé être un pays de nomades, comment dire, un pays d'agro-pastoralisme, en fait. Donc, c'est une ressource importante dont on est privé aujourd'hui. Bref, nous sommes en train, tout ce que nous exportons en date, en termes de valeur, tous les ans, on l'utilise pour acheter des semences. Et ces semences, on les achète tous les ans. Donc, voilà où on en est au niveau de la souveraineté alimentaire. C'est une situation extrêmement grave. Au niveau agraire, on est face à 2 problèmes majeurs, 3, on va dire, 3 problèmes majeurs. Le premier, c'est que l'État accapare les meilleures terres agricoles pour la simple raison qu'il les a achetées auprès des colons. Par une dette. Il s'était endetté auprès de la France pour acheter les terres agricoles aux colons et il les a jamais restituées à la paysannerie. Donc, c'est aujourd'hui 450 000 hectares, c'est vraiment les meilleures terres agricoles. Ensuite, il y a les terres collectives qui sont les terres des tribus, les terres tribales, et qui sont gelées. Donc, c'est, je crois, 2 millions d'hectares. C'est énorme aussi, c'est toutes les terres de pâturage, c'est les montagnes, c'est beaucoup de, voilà, des forêts, etc. Puis le troisième problème, c'est le morcellement de la propriété. Tout ça, comment il est géré par l'État? En donnant des subventions aux investisseurs qui veulent investir dans le secteur agricole, particulièrement dans les produits destinés à l'exportation. Bien évidemment, ça fait qu'on introduit des espèces nouvelles, étrangères, on doit utiliser énormément de pesticides qu'on importe, de produits qu'on importe, de mécaniques qu'on importe, etc. Voilà un point rapidement sur... je ne sais plus si je suis passée sur toutes les questions importantes, mais au niveau économique aujourd'hui, on est face à un choix difficile. Le premier, c'est de continuer dans la même voie, c'est-à-dire de continuer à s'endetter auprès des mêmes bailleurs. En fait, je voulais vous montrer un graphique
qui fait le point sur les dettes tunisiennes aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux partager. Voilà, c'est un rapport qui a été produit par un journaliste tunisien. Je peux vous mettre le lien, qui fait le point sur la dette extérieure de la Tunisie. Et là, on voit bien qui sont les bailleurs de fonds les plus importants. La BERD, c'est le groupe Banque mondiale, la BAD, la Banque africaine de développement, le FMI, l'Union européenne, etc. Il y a aussi un autre graphique par pays qui pourrait aussi vous intéresser. Donc, la question qui se pose aujourd'hui pour la Tunisie, est-ce qu'on continue dans cette voie ou est-ce qu'on fait un virage? Et donc, le virage économique consisterait à commencer à entrer dans une stratégie de sortie progressive de la dette, commencer à récupérer les ressources disponibles, foncières, naturelles, etc., et réfléchir l'ensemble du système de production, réfléchir aussi les frontières, les relations économiques avec l'Algérie, économiques avec la Libye et économiques avec l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est une vision entière qu'il va falloir redéfinir pour la Tunisie pour avoir un plan alternatif. Donc, ici, il y a aussi quelque chose d'important que je voudrais mentionner. Le système économique tunisien, il est aussi touché gravement par la corruption et ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la rente d'opposition politique. C'est-à-dire que pendant les 10 dernières années, l'enjeu politique le plus important des partis qui étaient engagés dans le pouvoir, c'est de récupérer la machine de Ben Ali. Récupérer la machine de Ben Ali, c'est-à-dire aussi récupérer toutes les positions qui permettent des rentes. Je prends par exemple quand je me place à la fois dans le secteur alimentaire, dans l'exportation, dans les banques et tout ça, je peux bénéficier de l'appui de l'État pour utiliser les meilleures terres agricoles, produire de l'huile d'olive, l'exporter, importer de l'huile de palme, tout ça en ayant moi-même ma propre banque. Et avec l'indépendance de la Banque centrale, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la Banque centrale s'endette, la devise rentre dans la Banque centrale, elle est répartie dans les banques privées et c'est les banques privées qui prêtent à l'État. Donc, on est rentré dans un système où l'oligarchie a intérêt à ce que la Tunisie s'endette encore plus. Donc, voilà le cercle vicieux dans lequel on est économiquement. Dans les 10 dernières années, sur le plan politique, toutes ces questions étaient un peu reléguées et ce qui apparaissait le plus dans le débat politique, c'est cette bipolarisation entre islamistes modernistes. Le personnage de Kais Saïed nous sort de cette bipolarisation, mais ne dessine pas les clivages, les nouveaux clivages. Il n'a pas de vision pour le pays sur le plan économique. Et ces nouveaux clivages, eh ben, visiblement, c'est la société civile qui va devoir les dessiner. En préservant les marges de liberté qu'elle a garanties jusque-là, en luttant contre l'État policier qui se manifeste aussi et qui est aussi un risque, y compris pour Kais Saïed lui-même, en garantissant, en continuant les luttes pour les droits économiques et sociaux particulièrement, et en apportant des visions nouvelles, des façons nouvelles de réfléchir la Tunisie de demain, sachant que j'en ai pas beaucoup parlé non plus, mais le changement climatique, c'est quelque chose qui aujourd'hui pose un défi quotidien aux paysans, aux Tunisiens de façon générale. Les risques sont énormes. Nous sommes dans un pays qui ne pollue pas beaucoup par rapport aux autres pays, mais nous nous endettons pour réduire nos émissions CO2 au lieu d'envisager des stratégies d'adaptation au changement climatique. Et ça aussi, c'est une position qui jusque-là a été tenue par la Tunisie et qui est absolument absurde. Au lieu d'investir dans l'adaptation de ce qui va arriver, de prévoir tout ça, eh ben non, on est en train d'investir pour soi-disant. Bref.
J'espère que ça vous éclaire un peu plus sur ce qui se passe. Je voulais dire un mot quand même sur la nécessité aujourd'hui en Tunisie de ne pas retomber dans les pièges dans lesquels on est tombé après la Révolution et avant même du temps de Ben Ali, c'est-à-dire ne pas laisser le système se renfermer sur lui-même, encore une fois, et se renouveler et reprendre le pouvoir. Nous avons une brèche dans un moment politique et historique, à mon avis, qui est essentiel parce que les rapports de force sont en train de changer. Il ne faut pas trop se focaliser sur Kais Saïed de lui-même, ce qu'il est en train de faire à propos de la justice, etc. Il faut être très, très vigilant et se mobiliser à chaque fois et ne pas laisser les droits et les libertés être, comment dire, déstabilisés par les enjeux actuels. Mais d'un autre côté, il est en train d'apporter quelques réponses économiques très petites, mais qui montrent qu'il y a un début de changement de réflexion. On est en train de sortir du modèle prédéfini. On est en train d'essayer de changer. Par exemple, sur la question de la corruption, effectivement, il ne s'attaque pas de front. Il ne va pas chercher les personnes qui sont considérées corrompues en les balançant dans les prisons et en disant au juge trouvez. Non, il délie les mains de certains acteurs qui, eux, peuvent peut-être éventuellement apporter des réponses. Par exemple, il touche les réseaux de trafic alimentaire. Et ça, c'est pas phénoménal comme lutte contre la corruption, mais sur le quotidien du Tunisien, c'est quelque chose qui quand même apporte un peu de lumière et un peu c'est-à-dire que voilà, il est perçu aussi positivement à cause de ces actes-là. Nous avons vu aussi des situations se débloquer, par exemple la situation de la haute instance de régulation des médias. Voilà, moi personnellement, je reste très vigilante sur la question des libertés que Mouhidine a bien expliqué, sur la question de la justice aussi, sur la question des violences policières. On n'est pas à l'abri d'un retour en arrière, sur la question des femmes aussi. Mais sur le plan économique, les rapports de force sont en train de changer et ça se passe dans la marge, ça ne se passe pas à l'intérieur du système. Vous n'allez pas voir des partis politiques que vous connaissez pour apporter aujourd'hui des solutions à la situation. Mais il va falloir inventer un modèle économique et un système financier différent, alternatif pour prendre ce virage. Sinon, nous sommes dans le piège de la dette, quoi. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas. Non, merci beaucoup, parce que c'est vrai que Dieu sait que le problème de la dette, on le connaît bien sur des pays, le continent africain ou l'Amérique du Sud, enfin du Sud et central d'ailleurs. Et c'est vrai que tout ce cycle de la dette est épouvantable. Et le FMI a eu beau dire à une époque qu'il allait changer et qu'il n'allait plus imposer quoi que ce soit. On a bien vu qu'il est reparti exactement comme avant et qu'il impose de nouveau des choses et que c'est dramatique pour les pays et ça empêche évidemment toute sortie et toute souveraineté, aussi bien démocratique qu'alimentaire en fait. C'est complètement coincé. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura des questions à poser, certainement. Hein, merci. C'est une vision et un point de vue qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre, justement, parce qu'on se focalise sur les questions démocratiques qui sont extrêmement importantes, évidemment, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et le social, l'économie et la vie quotidienne jouent un rôle, évidemment, sur tout le reste et vice-versa. Merci beaucoup. Guillaume est installé, je pense. J'ai vu passer, il s'installe, mais vous sais pas. Ah, Guillaume. Ouais. Vous m'entendez? Ah, oui.
Bon. Bonsoir. Bonsoir à tous et désolé du coup d'avoir pris en cours de route, mais bon voilà, du coup l'agenda était un peu contraint aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai pas pu entendre tout le début de vos propos. J'ai entendu ceux de Laïla là, à l'instant. Bon, moi, c'est vrai que j'avais été alerté, j'avais pu rencontrer Mouhidine Ferbib, je crois que c'était au mois de septembre avec le réseau Euromed, du coup, pour pouvoir justement faire un peu un état de la situation et des risques du coup de force constitutionnelle du président. Donc, c'est vrai qu'on avait pu en discuter. À un moment donné, on avait évoqué la possibilité de faire soit une question orale, soit, et on avait imaginé d'ailleurs se regrouper notamment avec, parce que je crois que vous aviez rencontré aussi le groupe socialiste. Bon, c'est vrai que les choses n'ont pas pu se faire comme ça. Par contre, c'est quelque chose qu'on garde toujours, soit via, là on est en train de voir justement pour redéposer quand même une question orale, notamment pour interroger vraiment le gouvernement sur sa position par rapport à la fois à la situation, ce qui paraît important. Moi, sans revenir sur ce que vient de dire Laïla, mais je pense que c'est quelque chose qui, je trouve, dans la situation est importante, enfin, sur la situation sociale et la situation globale du pays et sur les orientations politiques qui peuvent être données. Et c'est vrai que cette situation, encore plus dans un contexte qu'on connaît aussi, mais en tout cas un contexte de Covid, qui est du coup particulièrement inquiétant. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur à la fois les priorités du président, le fait de vouloir faire un changement constitutionnel dans cette période-là, alors qu'on sait que c'est un processus qui est long, compliqué, qui demande d'entourer, enfin, qui demande ce temps de la concertation, si on veut le faire correctement, et que du coup, le moment là précis paraît complexe, en tout cas, pour pouvoir amener une démarche de ce type. Mais par contre, c'est vrai que moi, je trouve ce qui est intéressant, ce que disait Laïla pour terminer, dans cette situation, je dirais, complexe, je pense qu'il faut peut-être voir le côté, je ne sais pas si c'est le côté positif, mais en tout cas, voir peut-être les points d'entrée qui pourraient faire en sorte que justement on puisse aller vers du meilleur et qu'on puisse accompagner justement ce changement. C'est vrai qu'on souhaiterait aller et renforcer une démocratie parlementaire, que c'est quelque chose dont on sait que nous, écologistes, on appelle de nos voeux, mais qui est très long à mettre en place. La preuve, c'est que même en France, on en a encore du mal à arriver à une véritable démocratie parlementaire. On voit qu'on est encore un système quand même, voilà, et encore plus dans la période avec les élections présidentielles, voilà, avec quand même un seul homme qui a d'énormes pouvoirs. Et donc, on voit bien que ce cheminement, et si on fait le rapport avec d'autres pays pour aller vers une démocratie parlementaire, c'est vraiment un processus très long. Dans ce que peut proposer le président, c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a peut-être vraiment des choses à utiliser, à prendre pour essayer justement d'avancer dans ce cheminement en faire vers une véritable démocratie. Parce qu'il y a aussi des choses intéressantes. Ça a été parlé sur la corruption, même si ça ne va pas assez loin, même si ce n'est pas ce qu'on souhaiterait totalement. N'empêche qu'il y a quand même quelques petites avancées, que le lien avec, je dirais avec le peuple, qui peut d'ailleurs être réellement populiste dans la manière de fonctionner. Mais en tout cas, cette volonté en tout cas de lien, je pense que c'est pareil, il faut l'utiliser. Par contre, on voit bien que là, la manière dont le processus se met en place et la dérive qui peut arriver, c'est bien sûr un pouvoir totalement autocentré qui accapare complètement l'ensemble des pouvoirs et du coup une dérive totalement autoritaire.
Donc, c'est peut-être à partir de là, c'est comment dans la situation actuelle, sur quoi on peut appuyer et donc ne pas se couper totalement dans la démarche qui peut être entreprise de tout ce qui peut être à la fois un corps intermédiaire, la question des médias, la question du Parlement actuel. Et moi, je pense que dans les actions qu'on pourrait mener, en tout cas qu'on pourrait aussi appuyer de la part du gouvernement français, c'est vraiment qu'un des préalables, ça soit que le Parlement soit rétabli déjà dans sa fonction. Si on veut ensuite aller sur un processus, alors s'il demande un référendum, mais en tout cas, on ne peut pas passer d'un référendum directement comme ça, qui pour moi me paraît assez complexe et assez dangereux, si on n'a pas, si on rétablit pas un certain socle, en tout cas, démocratique dans le pays. Donc, je pense que moi, il y a peut-être déjà ce préalable-là sur le rétablissement en fait du fonctionnement, en tout cas, du Parlement, qui me paraît quelque chose d'important, en tout cas, dans les démarches par la suite. Après, ce qu'on peut voir par rapport à notre fonctionnement à nous, sur lequel on peut avoir beaucoup de critiques, ce que je disais au début, qui est un système à la fois pyramidal avec personne en haut mais qui reste quand même, voilà, on a le décor intermédiaire, on a ce lien entre, je dirais, la base et le haut. Et que le risque dans ce qui est dessiné, en tout cas dans ce qui est imaginé par rapport au président tunisien, c'est le fait d'avoir plutôt un système à la fois très horizontal, c'est-à-dire qu'on a le peuple en bas, mais on coupe tous les corps intermédiaires et on a une seule personne en haut qui est totalement qui dirige tout et donc du coup cette dérive autoritaire. Donc, je pense que c'est vraiment vers ça peut-être qu'il faut vraiment mettre les alertes, enfin en tout cas ce sur quoi il faut peut-être accompagner, travailler, et donc notamment sur la position de la France par rapport à ces différentes démarches, pour en tout cas éviter justement d'aller dans cette direction-là, mais se servir quand même de ce moment-là, ce moment qui fait qu'il y a cette nécessité de toute façon d'un changement, qui est peut-être une évolution démocratique nécessaire, mais sur lequel il faut éviter de sombrer dans cette dérive autoritaire. Bon, voilà ce que je peux dire par rapport aux éléments que j'ai pu voir. Et après, sur les actions que nous, on pourrait donner, on pourrait faire au niveau du Sénat, il y a deux types. Je pense qu'à travers la commission, il y avait déjà commencé, mais c'est que peut-être aussi on demande à faire peut-être un certain nombre d'auditions, en tout cas sur cette problématique-là, ça me paraîtrait important au sein de la commission des affaires étrangères et des forces armées. Et puis nous, en tant que groupe, ce que je disais, je pense qu'on ira plutôt vers une question orale pour au moins avoir aussi la position notamment de Le Drian sur l'action de la France et comment se positionne la France par rapport à la situation actuelle en Tunisie, quoi. Parce que ce qu'on peut voir et ce qu'on avait déjà discuté la dernière fois, c'est que c'est plutôt un silence radio, quoi. C'est-à-dire que on observe, mais il y a très peu, en tout cas, d'intervention sur les risques de dérive démocratique qu'il peut y avoir, sur cette dérive autoritaire dont je pouvais parler. Donc voilà, je pense que c'est aussi peut-être une étape de voir réellement quelle position pourrait avoir la France pour ensuite pouvoir aussi nous positionner par rapport à ça. Voilà du coup où je peux, moi rapidement ce que je peux dire. Et puis voilà, après s'il y a effectivement des questions ou à travers les différents échanges. Merci Guillaume. Je crois que le débat est lancé parce qu'en fait, effectivement, vu ce que nous disait Mouhedine au début sur le discrédit que connaissait le Parlement et que donc, est-ce que rétablir le Parlement, c'est la meilleure chose à faire ou à demander, hein, je ne sais pas, je n'ai pas du tout de position là-dessus, hein, mais c'est une question certainement par rapport à ça. Comment faire aussi peut-être, moi ça serait une des questions que je poserais, mais en général, comment faire pour que la France
récupère aussi un certain crédit par rapport à l'endettement dont nous a parlé Leïla, par rapport quand même au soutien pendant des années pas clair et comme toujours, et aujourd'hui au Sahel, donc on le voit encore, donc ça rajoute évidemment sur, voilà, sur l'endettement aussi. Est-ce qu'il ne serait pas possible de demander la suppression, hein, l'abrogation de l'endettement? Ça serait un signal extrêmement fort parce qu'il y a le FMI, mais il y a malgré tout la France, même si ce n'est pas le plus fort. Et puis, donc, je vais redonner la parole, hein, soit à des questions, soit à Mouhedine, s'il veut réagir aussi à ce qui vient de se dire. Voilà, moi, la question, c'est effectivement cette histoire du Parlement, cette histoire de l'endettement par rapport à la France. Et après, effectivement, par rapport à Leïla, je sais, qu'est-ce que la promesse, j'ai lu qu'il y avait une promesse assez populiste de redistribuer les terres, mais elle peut être, est-ce qu'on peut la prendre au mot, etc. On sait on a un peu fait le parallèle à tort, à mon avis, avec l'Égypte, mais c'est vrai on sait bien que la démocratie, quand ça commence à ne plus être respecté, on ne sait plus jusqu'où ça va et quand ça s'arrête. Mouhedine ou Leïla ou quelqu'un d'autre Oui, par rapport à la question du Parlement, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, en tous les cas, ce qui ressort du débat politique et des positions des uns et des autres, c'est qu'il y a une majorité de forces politiques et sociales qui ne voient plus revenir à la situation d'avant, c'est-à-dire la question de rétablissement du Parlement, ce n'est plus d'actualité. Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir le rétablissement d'un système démocratique. Deux choses différentes. Revenir à l'avant 25 juillet, ça, je crois que même les gens qui étaient contre, y compris moi, par exemple, qui étaient contre le coup de force qui a eu lieu le 25 juillet, on ne souhaiterait pas revenir à la situation d'avant. Ça, c'est une chose. Maintenant, sortir de cette situation où le président, il a tous les pouvoirs, où il ne veut discuter avec personne, où il n'entend personne, ça, c'est une autre question. Revenir à une situation démocratique, trouver les solutions, et ça ne peut être que par le lancement d'un dialogue, ce qui a été demandé, d'un dialogue national, c'est-à-dire de dialoguer avec les acteurs, les gens qui sont là, il y a des idées, c'est pas qu'ils ont des idées pour s'ouvrir sur la question démocratique, du fonctionnement démocratique. Parce qu'il n'y a pas question de laisser le président avoir tous les pouvoirs. Il faut voir en quoi il légifère, le président. Il légifère surtout, même sur la question du statut personnel, sur les questions je sais pas, il légifère surtout. Et en plus, il ne veut écouter personne. Maintenant, il a un projet politique qu'il est en train de mettre en place. C'est un projet de référendum par voie du numérique, hein, où il va s'adresser à des gens qu'il va choisir lui-même, c'est-à-dire les jeunes, essentiellement ces jeunes à lui, et on ne sait pas comment on va s'en sortir. C'est ça sa solution. C'est-à-dire il veut, là, lui, il est en train de discuter sur un processus de consultation qu'il appelle loi, lui, populaire, mais essentiellement par le numérique. Et il ne faut pas oublier, il a une idée derrière la tête. Derrière la tête, c'est de bâtir un système démocratique de bas en haut, c'est-à-dire où les forces intermédiaires, soit partis politiques, associations, syndicats, ne jouent aucun rôle. C'est ça son projet politique. Il a un projet politique. Maintenant, est-ce que c'est... et ça, de plus en plus de gens s'opposent à cela, s'opposent à cette vision-là. Et ce qu'ils demandent, une seule chose au président, c'est de revenir à la table de discussion et de discuter avec les gens, de s'ouvrir avec les gens et de trouver les solutions. Pas question de revenir à la situation d'avant le 25 juillet, ça c'est sûr, parce que c'était le système d'avant le 25 juillet, sur le plan démocratique, un système pourri, et il est défaillant, qui a légitimé le 25 juillet, mais
mais pas question d'accepter cette accaparation de pouvoir où le président et ce qu'on découle, tous les dangers sur les libertés, et sont réels les dangers sur les libertés. Les ingérences à la justice sont réelles, on les voit tous les jours, les ingérences. On voit tous les jours des gens qui sont les atteintes aux libertés impliquent de façon générale. Donc, on a des exemples qui sont très lents. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur cette question de est-ce que revenir ou pas revenir à la situation d'avant. Revenir, trouver un système démocratique, oui, on ne peut pas faire un référendum ou changer un système sans mettre en place un système démocratique, c'est-à-dire qu'il y ait des débats, qu'il y ait des instances, qu'il y ait des institutions pour répondre à tout cela et organiser tout cela. Voilà ce que je peux dire. Juste si je peux, je sais pas. Oui, c'est Guillaume, mais bien sûr. Non, vas-y. Mais non, mais après, juste. on passera après, bien sûr, en tac au tac. Après, les gens, vous savez comment ça marche. Hein, je parle à tout le monde. Vous levez votre petite main en bas, réaction, levez votre petite main, et comme ça, on vous donne la parole, évidemment. Et on la donnera à Leïla de toute façon. Oui, Guillaume. Non, c'était juste pour dire, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire sur le fait que l'idée, c'est pas de revenir avant le 25 juillet, c'est pas de dire il faut qu'on remette en place ce qu'il y avait avant, et voilà, on est justement sur une phase qui, de toute façon, doit évoluer. Par contre, si on veut aller vers une évolution, je dirais, favorable et justement pas aller vers une dérive autoritaire, on a besoin à un moment d'avoir une phase transitoire, quoi. Et donc de ne pas laisser la main à justement une seule personne et au président qui va, et sa volonté, même si c'est de dire je vais faire un référendum et je vais m'adresser au peuple directement, je pense que c'est pour le coup un risque, quoi. Et d'arriver à une phase, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de transitoire à la fois de dialogue, et c'est pour ça que je parlais du Parlement, parce que ça peut être de remettre le Parlement au centre, quoi, pour dire que c'est peut-être cette instance-là qui doit permettre de travailler et de faire cette transition. Ça me paraissait plutôt intéressant en tout cas, mais bien sûr dans une vue de modification, de changement, quoi, qui n'était pas du tout un retour en arrière, et que notamment si c'est passé par un référendum, que ce référendum, au moins dans la feuille de route, dans les discussions qu'il peut y avoir, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est quelle feuille de route on met en place, quoi, et comment cette feuille de route, du coup, elle est discutée, comment démocratiquement elle peut être associée l'ensemble justement des corps intermédiaires, pour ensuite, si c'est un référendum, mais que tout ça était discuté en amont, et notamment à travers le Parlement. C'était plutôt dans ce sens-là, quoi. C'était pas dans le fait de dire, voilà, revenons à l'étape d'avant. Merci. Leïla, tu peux… Pardon. Oui, réagir un peu. Oui. Alors, effectivement, ça reste très, très flou, hein. Du côté de Kais Saïed, d'abord, il ne communique pas beaucoup sur ce qu'il va faire. Il communique sur ce qu'il voudrait voir se faire, mais pas vraiment clairement sur ce qu'il veut faire. Son projet politique se limite à une vision c'est-à-dire à la réorganisation de la façon dont se gère la politique, mais en réalité, il n'y a pas de vision qui permet de construire j'ai envie de dire, des groupes sociaux organisés qui défendent des droits et qui défendent qui rentrent dans le jeu politique en ayant vraiment un intérêt économique, etc., clairement défini. C'est-à-dire, en fait, voilà, ce que j'aimerais exprimer, c'est que le mot démocratie en lui-même, aujourd'hui, pose beaucoup de questions. On a eu des processus de transition démocratique, on a eu une transition démocratique, on a eu des packages entiers de démocratie, transition, justice transitionnelle, etc. Ça ne marche pas, c'est-à-dire que ça ne permet pas de stabiliser des rapports de force de telle sorte
pérenniser un système fonctionnel qui produit des décideurs capables de prendre des décisions dans l'intérêt du peuple. Et ça, on l'a bien constaté. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un personnage qui arrive avec ce même système-là, mais de la marge. Il a été élu avec beaucoup de voix, mais il faut aussi ne pas oublier que la grande majorité n'est pas allée voter. Donc, c'est aussi se poser des questions sur cette démocratie. Et son projet, c'est de changer le mode de scrutin et la façon de gérer la vie politique. Il ne s'est jamais présenté comme porteur de solutions économiques, sociales. Or, pour qu'une démocratie puisse fonctionner, c'est les groupes sociaux productifs ou écartés de la production qui doivent pouvoir s'exprimer pour changer le modèle économique, pour choisir une voie alternative, etc. Et puis, il y a des questions transversales comme la femme, etc. Bon. Mais le vrai débat, c'est le débat économique en Tunisie. Et dans ce sens, la plus grande difficulté, c'est de concrétiser ce débat-là. Et c'est pour ça que je rappelle, que je reviens toujours à la question de la société civile et ce qui se passe dans la société civile dans son acception large, hein, pas les institutions de la société civile. Parce que, par exemple, une institution comme l'UGTT est en pleine crise. Et c'est une crise de coup d'État. Exactement comme dans le monde politique, comme a fait Kais Saïed, Taboubi tente de faire la même chose. Donc, ce qui se passe par ailleurs, c'est que les petits producteurs commencent à s'auto-organiser loin de l'institution reconnue comme nationale, comme société civile nationale, c'est-à-dire l'UTAP, l'Union des paysans, qui, elle, est accaparée par les grands producteurs et les exportateurs. Et pour moi, ça, c'est un changement de rapport de force qui est en train de se mettre en place. Pareil, dans le monde des entreprises, il faut... 83% des entreprises tunisiennes n'emploient personne. Seulement 3% des entreprises emploient plus que 9 employés. Donc, on est dans un tissu avec des toutes petites entreprises. Or, l'UTICA, qui est l'union des patrons, ne représente que cette catégorie des 3%. Aujourd'hui, avec la crise du Covid, ce qui se passe, c'est que tous ces petits entrepreneurs sont en train de s'organiser dans des associations, dans des coalitions et qui sont en train de devenir revendicatifs et qui cherchent une représentation politique qui leur permet de trouver, de changer en fait le modèle économique dans lequel on est. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer dans la marge et qui est en train de renouveler la vie politique. Entre-temps, il y a ce personnage très flou qui a un projet qui reste encore très, très flou, qui n'est pas clair sur ses positions sur les libertés. Et ça, on l'a vu même avant qu'il devienne président. Mais qui, par exemple, en s'attaquant à une question centrale, celle de la terre agricole, prépare un décret-loi en faisant travailler 4 ministères, chose qui ne se faisait pas, on n'imaginait même pas que le gouvernement puisse se poser un jour la question de comment gérer les terres domaniales. Aujourd'hui, on a un travail gouvernemental, un processus gouvernemental avec des consultations pour réfléchir à la réexploitation des terres domaniales. Bon, où est-ce que ça peut aboutir, ce genre de processus? Est-ce que c'est une parenthèse qui va se fermer et qu'on va se retrouver tous dans une dictature pire que celle de Ben Ali? Je ne pense pas, parce que la société civile, dans ces 10 années, a pris de la graine. Les gens se sont organisés. Il y a une nouvelle génération qui arrive avec une énergie nouvelle. Les vieilles institutions sont en train aussi de vivre leur crise, éventuellement se régénérer ou peut-être, je sais pas, ce qui va se passer. Bref, on est en plein changement de rapport de force. Et je pense qu'il est hasardeux de dire, de pronostiquer sur
sur le fait que des institutions déjà établies puissent stabiliser la situation aujourd'hui en Tunisie. C'est-à-dire, c'est pas un dialogue national avec les partis politiques qui étaient là dans le dialogue d'avant et les associations qui étaient là dans le dialogue d'avant qui vont trouver une façon nouvelle de gérer gérer le monde politique tunisien. C'est une phase de transition qui reste très floue, mais qui apporte quand même beaucoup de nouveautés et des nouveautés qui méritent d'être citées, à mon avis. Merci beaucoup. Avec effectivement quand même un espoir sur des auto-organisations et des groupes sociaux qui, effectivement, d'habitude, n'ont pas droit à la parole et ne s'organisent pas. Donc ça, c'est une perspective plutôt positive et effectivement, cette période de crise peut être bénéfique. Et donc, merci pour cette parole quand même optimiste. Je pense qu'on peut avoir des questions. Régis, c'est toi qui as mis tout le monde en muet ou pas? Toi-même d'ailleurs, ou c'est moi, sans le faire exprès? Non, c'est en fait, je pense que c'est chacun, d'accord. Chacun peut l'activer, normalement. D'accord. Donc. Mais c'est mieux de l'activer que qu'on parle, par contre. Oui, je vais le faire même, d'ailleurs. Est-ce que qui aurait des questions à poser Non, personne, mon Dieu. Si, moi, je vais revenir un peu en arrière. Donc, Leïla et nous ont parlé de la question de l'endettement. Moi, il me semble qu'il y a une initiative citoyenne qui avait pas mal avancé il y a quelques années, d'un audit citoyen, en fait, qui avait pas mal prospéré et qui était même arrivé au niveau du Parlement. Mais ça fait un moment que j'en entends plus parler. Est-ce que c'est quelque chose qui est passé à la trappe ou est-ce que c'est encore là quelque part en gestation ou c'est quelque chose qui peut être repris justement par rapport à cette problématique dont parlait François tout à l'heure, notamment de l'éventualité de l'annulation de la dette, parce que le but de cet audit citoyen, c'était d'évaluer la part de la dette publique qui est la part qui est légitime et la part qui n'est pas légitime. Parce que comme dans beaucoup de pays africains notamment, et pas qu'en Afrique, on sait très bien qu'une part des dépenses de l'État, des emprunts de l'État, n'ont pas à être remboursées par les citoyens, puisque ça n'était pas fait dans une optique d'intérêt général. Et idem, il y a certaines créances des institutions financières internationales dont la légitimité peut être contestée. Et je pense que certaines des décisions récentes encore de la Banque mondiale, de FMI, peuvent entrer dans cette catégorie-là. Donc, je ne sais pas si ce travail est arrivé à bout ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore dans les tuyaux, comme on dit vulgairement. Il y a eu un projet de loi d'audit de la dette qui a été déposé en 2013 à l'Assemblée constituante. Il n'a jamais été discuté. Ensuite, un deuxième projet de loi aussi d'audit qui n'a jamais, en 2016, donc pour le Parlement d'après, qui n'a pas non plus été discuté. Il y a une petite mobilisation pour l'annulation ou au moins un moratoire sur la dette, particulièrement après la crise du Covid, ça devient quelque chose de tout à fait défendable. Au niveau des audits citoyens, je ne suis pas au courant qu'il y ait eu un audit citoyen. Il y a eu par contre un audit des 3 banques publiques menées par le gouvernement lui-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le rapport d'audit n'a jamais été publié. Les élus de l'époque avaient demandé à le consulter. Ils ont pu le consulter dans une chambre, dans une pièce du Parlement, mais ils n'avaient droit ni à un téléphone, ni à un stylo, ni du papier. Ils ne pouvaient pas prendre note, tout simplement, parce que clairement, les rapports d'audit des banques publiques montraient plein de circuits bien sûr d'évasion, de fiscale, de corruption, de tout ce qu'on peut imaginer.
très en rapport avec l'endettement, bien évidemment, et ça, c'est une question très, très importante. Donc, sur la question de l'endettement, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a notamment des audits du côté français qui peuvent être faits. Comme je vous ai montré tout à l'heure sur le graphique, la plus grande dette bilatérale de la Tunisie, c'est la dette envers la France. Et donc, il y a pas mal de choses à demander un moratoire, auditer, préparer, de faire des travaux communs avec voilà, bon. Il y a plein de secteurs, notamment le secteur de l'eau qui a beaucoup été financé par la France, tout ce qui est infrastructure hydrique, etc. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, le secteur de l'eau, on le sait, hein, c'est Veolia et autres, et la coopération décentralisée qui ont servi malheureusement de cheval de Troie, et la loi, je ne sais plus, Santilli, je crois, qui a servi de cheval de Troie un peu partout pour faire rentrer les multinationales de l'eau dans les pays. Mehdi? Rebonsoir à toutes et à tous. Merci à nos intervenants pour leurs explications. La question économique, effectivement, elle est primordiale pour un pays qui, à la différence de ses voisins, l'Algérie et la Libye, n'a pas de rente pétrolière pour assumer un certain nombre de services publics, parce que d'acheter, c'est le cas en Algérie, d'acheter la paix sociale à grand renfort de subventions diverses et variées en direction de sa population dès qu'il y a une explosion de colère. Donc, c'est compliqué pour la Tunisie. Et c'est vrai que ce point-là, on peut le négliger parfois dans l'analyse un peu politique de la situation. Et c'est pour ça que je vous remercie. Moi, je voulais poser la question du rôle dans la France là-dedans, et de la position de la France dans tout ça. J'ai écouté, mais je n'ai pas perçu d'éclairage là-dessus. La Tunisie, c'est un pays ami, je veux dire, de la France. Et j'ai l'impression que le coup de force, le coup d'État, on l'appelle comme on veut, du président Kais Saïed, c'est passé relativement sous les radars en France. C'est vrai qu'on est préoccupé par plein d'autres choses, campagne présidentielle, etc. Mais il n'y a pas eu de réaction politique à ce renversement, on va dire, des institutions démocratiques en Tunisie, et de ce parcours de démocratisation qu'a entamé la Tunisie. Donc, c'est assez inquiétant. Moi, je trouve que la France, elle soit pas davantage en appui de la société civile tunisienne, de la même façon qu'elle est assez peu en appui finalement des sociétés civiles en Afrique du Nord. Voilà. Est-ce qu'on a un éclairage là-dessus? Merci, Mehdi. Je ne sais pas s'il y a d'autres petites mains levées, non. Quelqu'un veut répondre sur justement l'absence apparemment de réaction française ou oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose. C'est moins compliqué. Juste, oui, un mot, mais effectivement, on a très peu, pour le coup, d'informations. Les seules déclarations qu'on ait pour l'instant, c'était en juillet, qui était plutôt à la fois sous forme de constat sur ce qui se passait et la demande qui est la nomination d'un Premier ministre très rapidement, ce que le Drian avait demandé. Depuis, c'est vrai que c'est total silence, et ce qui effectivement est loin d'être rassurant, quoi, hein, c'est que les raisons et le pourquoi de ce silence, et la dernière intervention là, qui date de pas très longtemps, était plutôt de veiller à ce que le processus démocratique et que les institutions se mettent en place. Voilà. Mais en tout cas, on cherche encore vraiment justement le positionnement de la France par rapport à ça, sur quel axe elle souhaite intervenir. C'est vrai qu'il a été parlé de la question de la dette, qui est une vraie question aussi, quoi, hein, sur la situation actuelle de la Tunisie, et du coup, la part de la dette française est importante. Donc, il y aurait aussi un moyen d'action. Et que c'est vrai que la France a quand même, mine de rien, un rôle à jouer, et que donc ça fait aussi l'objet justement de
nos réflexions pour déjà questionner justement le Drian sur ça, pour essayer d'en savoir un peu plus, quoi. Au moins comprendre les raisons de ce silence et de cette absence de déclaration française. Merci. Et effectivement, il y aurait une question. Moi, je ne sais pas quels sont les réseaux franco-tunisiens et qui font que aussi il y a peut-être un poids particulier. Oui, je peux. Non, pardon. Vas-y, mais en même temps, j'éteins. Alors, Oui. vas-y. Non, mais juste par rapport à la dette, c'est une vieille question, hein, ça a été posé. La question de la dette, le débat avec la France, ça fait depuis il y a eu des revendications, il y a eu du mouvement citoyen qui ont demandé, même après la Révolution, hein, c'est pas depuis aujourd'hui, ça se pose encore, mais, avec plus d'acuité. Au niveau de la France, il y a eu toujours une difficulté de poser cette question-là. Il y a une fermeture totale de la France de parler et de discuter de toute manière sur la question de la dette. On a pu trouver des solutions, par exemple avec l'Allemagne. Hein. On a eu une reconversion de dette avec l'Allemagne juste après la Révolution. Mais avec la France, ça a été le problème. Maintenant, au niveau les réactions politiques au niveau de la France, on a vu effectivement Macron, il s'est entretenu à 3 ou 4 reprises avec le président depuis le 25 juillet. Il y a eu la visite de la chef du gouvernement en France dernièrement, qui a été reçue sur la question le sommet de la paix avec l'Afrique, là, qui a eu lieu il y a 2 semaines. Elle a été reçue par le chef du gouvernement, mais on n'a rien entendu on a eu un communiqué de l'Élysée, mais de la bouche du chef du gouvernement, de la chef du gouvernement tunisien, on n'a rien entendu, parce que aussi, on a un problème avec ce gouvernement, c'est que la chef ne parle pas. On n'a jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça d'une part, non seulement on ne sait pas ce que pense Kais Saïd, mais même le gouvernement qui est en exercice, on ne sait pas ce qu'il fait. Heureusement, là, il nous apprend qu'il y a une commission qui s'intéresse sur les questions des terres domaniales. Personnellement, je ne le savais pas. Effectivement, il y a un problème de malaise pour que les responsables français parlent de la Tunisie aujourd'hui. Parce que effectivement, il y a en Tunisie une allergie, en quelque sorte, hein, orchestrée d'ailleurs par le pouvoir, par Kais Saïed lui-même, pour toute critique de l'extérieur ou de pays vis-à-vis de la Tunisie est considérée comme une ingérence étrangère. Et ça, c'est quelque chose de très, très délicat au niveau de l'opinion publique tunisienne aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu, entre-temps, il était prévu le sommet de la francophonie en Tunisie, qui a été annulé, pour différentes raisons d'ailleurs. Hein. Il y a toute une polémique, un débat en Tunisie. On a incriminé à l'ancien président Marzouki d'être le responsable de cet ajournement, ce que personnellement j'en doute fortement. Je ne crois pas que Marzouki il a quelque chose à voir là-dedans, malgré que lui se vante de cette question-là, mais loin de là, il y a d'autres raisons. Il y a des raisons premièrement matérielles. La Tunisie n'était pas prête à organiser matériellement ce sommet. Et deux, il y a des réserves politiques, un certain nombre de pays, pas la France, essentiellement le Canada et un certain nombre de pays, par rapport à ce qui s'est passé depuis le 25 juillet. Mais au niveau de la France, effectivement, sous prétexte qu'il y a cette méfiance et cette sensibilisation sur la question d'intervention étrangère, que le pouvoir, ils disent, d'après les contacts qu'on a eus, ils disent qu'ils interviennent discrètement et qu'ils préfèrent les tuyaux discrets. Ils sont plus efficaces que de parler publiquement de ce qui se passe en Tunisie. Voilà un peu ce que je peux dire sur la question de la... Mais la question de la dette, aujourd'hui, le pays il est très endetté et il a des difficultés de s'endetter encore plus. Et il n'a pas, ce qu'on voit, il n'a pas d'autre choix que de s'endetter encore plus, mais on ne sait pas où on va. Voilà. Donc la question de la dette, elle est
posée aujourd'hui plus que jamais. Merci. Et demander à la France, effectivement, à travers le Sénat, voilà une action hein, pour le groupe du Sénat, que effectivement un moratoire sur la question de la dette aujourd'hui, c'est une question essentielle et une aide précieuse pour la Tunisie et le peuple tunisien. Merci Mouhedine. Oui, j'ai lu qu'en plus les Émirats, qui d'habitude, et l'Arabie Saoudite apparemment, qui d'habitude finance une partie de la dette, refusent pour l'instant ou s'abstiennent de vouloir et d'accepter de nouveau de prêter de l'argent. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Donc, oui, tout à fait. Donc problème évidemment. Régis, oui. Oui, par rapport à la question de la dette, puisque la France est la principale financière bilatérale, je rappelle juste qu'au mois de mai dernier, il y a eu un sommet sur le financement des économies africaines, et dont les thématiques étaient un New Deal avec l'Afrique, et que M. Le Drian a remis le couvert il y a quelques jours sur le fait qu'il fallait un nouveau deal avec l'Afrique. Déjà, s'il peut penser que la Tunisie par annuler la dette, les créances françaises vis-à-vis de la Tunisie, ce serait peut-être déjà un bon début pour rattraper un peu l'épisode malheureux du début de la révolte de Jasmin, où la France n'a pas eu un rôle très très reluisant. Voilà, j'ai fait une petite remarque comme ça au passage. Voilà. On reconnaît bien ton mauvais esprit. Non, je suis à droite. Je suis désolé. Non, je plaisante. Quelqu'un veut-il poser une question? Nous arrivons à la fin, il est 20h29. Évidemment qu'on peut continuer un peu, mais je pense que chacun aussi. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et donc je trouverais très très important qu'on essaye de continuer à avoir ce genre de discussion et de débat et d'information régulièrement, parce que c'est vrai que voilà, je vois que Mehdi lève sa main 2 fois. Oui, je lève la main 2 fois. Je lève la main 2 fois, je lève la vraie. Je disais tout à l'heure dans le propos introductif que notre prochaine rencontre dans le cadre de ce cycle de travail sur l'Afrique du Nord sera consacrée aux relations algéro-marocaines. L'Algérie est le grand voisin de la Tunisie, a des relations extrêmement proches de la Tunisie, même si l'Algérie a une doctrine de non-ingérence dans la politique de ses voisins. Je le dis avec toutes les réserves qu'il faut, la doctrine, je n'ai pas dit que c'était la pratique politique réelle, mais une doctrine de non-ingérence. Quels sont aujourd'hui, parce que la même question que j'ai posée pour la France, comment l'Algérie est perçue en Tunisie, comment elle a réagi par rapport comment elle réagit par rapport à la situation tunisienne? Est-ce que nos intervenants ont un éclairage là-dessus? Ça permettra d'éclairer notre future discussion sur l'Algérie et le Maroc aussi. Bon, le premier voyage de Kais Saïed a été pour l'Algérie, il me semble bien. Et l'Algérie a donné des sous. Elle a donné de l'aide des vaccins, enfin, pour le Covid. Donc, d'accord. Non, mais bon, il y a un soutien de l'Algérie franc et sur ce qui se passe en Tunisie. Le coup d'État. Kais Saïed est soutenu réellement hein, par effectivement l'Algérie, mais surtout par les Émiratis, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Et mon inquiétude et mon problème, c'est que d'après ce qu'on comprend, Kais Saïed, le modèle de Kais Saïed, c'est l'Égypte, c'est Sisi, malheureusement. Voilà ce que je peux dire. Mais essentiellement, il est soutenu, mais pas financièrement. Effectivement, il s'attendait à ce qu'il soit soutenu financièrement, qu'il y ait une aide saoudienne, mais je ne crois pas. D'ailleurs, toutes les démarches qui ont eu lieu dernièrement, il a envoyé comme émissaire la nouvelle chef du gouvernement en Arabie Saoudite. Elle est revenue de l'Arabie Saoudite les mains vides. Et vous comprenez, les Saoudiens, bon, sont pas. Il ne faut pas trop s'attendre à des Saoudiens pour aider les pays, entre guillemets, frères. Voilà.
Merci. Et effectivement, ça fait penser. Enfin, non, je me demandais par rapport aux vaccins. L'Algérie a donné des vaccins. Est-ce que la France a donné des vaccins? Mais c'est vrai que. Oui, elle vient de donner la France. La France va Dernièrement. donner, oui. Ça, je l'ai vu Mm. passer l'info. Ouais. Mm. Par exemple, l'une des choses qui pourrait être très intéressante, c'est de travailler sur la question des vaccins, justement. C'est de supprimer la propriété intellectuelle sur les vaccins. Bien sûr. Ça. Dont on voit l'absurdité à l'heure actuelle, puisque si on ne vaccine que les pays riches, entre guillemets, eh bien, de toute façon, le virus, il s'en fiche, il passe les frontières et les gens, on le voit concrètement, c'est d'une stupidité. Les intérêts financiers des gros groupes pharmaceutiques l'emportent, comme toujours. Sur la question des vaccins et de l'ouverture des brevets, c'est un sujet, dès qu'on peut le placer, dès qu'on peut le demander, on y revient très régulièrement. Mais c'est vrai que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a le discours, je dirais, d'Emmanuel Macron, et voilà, et ce qui fait réellement à l'OMS, qui est pas du tout ça, quoi. Donc en fait, quand Emmanuel Macron nous dit que ça avance, que voilà, c'est pour le coup pas du tout ce qu'il peut porter, quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est une vraie problématique, mais on le voit là, demain, on a un débat sur la question des outre-mer, de ce qui peut se passer Guadeloupe, Martinique, etc. Et on s'aperçoit bien que la question du vaccin au sens large, si à un moment donné, on n'a pas une ouverture des brevets, on n'y arrivera pas, quoi. Et on aura toujours des problématiques, et que si on ne le gère pas à l'échelle mondiale, ça ne marchera pas. Bien sûr. Régis, tu voulais dire quelque chose, non? Non, j'approuvais ce que disait Guillaume. Et je voulais également signaler que bon nombre de nos élus ont signé énormément de déclarations en faveur de la levée des brevets. Et voilà, donc la France a toujours le même discours. Et la question que je me pose, c'est quelle serait la réaction par rapport à une déclaration récente de Joe Biden, je crois que c'était d'il y a 2-3 jours, qui va dans le sens d'une levée des brevets. Bon, ça c'est assez bizarre parce que bon, j'aimerais bien avoir le détail, mais bon, pour savoir si le diable ne se cache pas dans les détails, en tout cas. Mais en tout cas, sa déclaration en première lecture laisse penser qu'il est pour la levée des brevets. Bon, assez étonnant. Et donc, si ça se confirme, je vois mal comment la France pourra persister dans sa position actuelle. Ça doit être effectivement la dette et les vaccins, ça doit faire partie des objectifs et des choses sur lesquelles on peut assister régulièrement et taper bien fort à chaque fois. Moi, il me semblait que Biden avait déjà été pour la levée des brevets. C'est la France qui s'est beaucoup opposée à une époque. Oui. Il est 20h36. Si personne, Mehdi a encore sa main levée, mais je pense que c'est parce qu'il n'a pas abaissé. Et simplement, moi je redis, j'aimerais bien qu'on continue à travailler là-dessus parce que je pense qu'il y a quand même des relations franco-tunisiennes, tuniso-françaises qui sont très anciennes, avec des bons côtés évidemment, très positifs, et d'autres où je pense, je suis bonheur qu'il y a des réseaux quand même qui interviennent et que dans les histoires de dette, d'oligarchie, etc., j'imagine qu'il doit y avoir aussi des capitaux français qui se promènent et de la corruption française qui se promène. Et en même temps, j'aimerais bien qu'on travaille aussi, mais moi c'est mon dada, le réchauffement climatique, l'agriculture, etc. Donc Leïla, là-dessus. Et ça serait très important, à mon avis, qu'on puisse avoir des dossiers là-dessus, voir un peu, puisque on a eu il n'y a pas très longtemps une visioconférence avec Guillaume Charon, qui représente une ONG à l'ONU, Régis va me reprendre comme d'habitude, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et donc où ils ont réussi à faire passer un
un règlement, ça ne doit pas être, le mot règlement n'est pas bon, qui met ensemble l'environnement et les droits humains. Donc, ça nous est apparu comme quelque chose de très important et sur lesquels il faut jouer et essayer d'appuyer justement par rapport à tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Et ça peut être aussi peut-être une rencontre intéressante avec vous même là-dessus. Et donc, merci à vous. Si personne d'autre... Juste pour appuyer ce que vient de dire Françoise, il y a toujours sur la partie économique, ne pas oublier la partie politique commerciale, notamment de l'UE, avec l'ALECA, entre autres, et autres joyeusetés. Je pense que ce sont des points aussi sur lesquels on aurait besoin de vos expertises. D'accord. Juste pour terminer, du coup, sur nous, on va prévoir une question orale, donc je pense que ça sera certainement plutôt début d'année, parce que vu le délai quand on dépose et avoir Mais on reviendra vers vous, que ce soit Modine ou Laïla, parce que je pense qu'en fait, moi, avec la discussion là, il me semble que justement, à la fois l'axe de la dette, de la situation situation sociale et du coup la question de la dette et des vaccins aussi, puisque tout ça est lié, mais je pense que ça peut être un axe intéressant pour justement avoir un peu la position de la France par rapport à ça et de mettre aussi sous le fait que voilà, là il y a un moyen d'agir en tout cas et donc ça pourrait être du coup un axe intéressant. Donc si vous êtes d'accord, on viendra vers vous pour finaliser la question. Voilà. Aucun problème. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que le gouvernement français ne peut pas dire après oh mon Dieu, il y a des risques islamistes, etc. Et en même temps endetter les pays, ce qui fait qu'il y a des problèmes sociaux. C'est quand même toujours le même cycle complètement hypocrite. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Et puis à bientôt. On garde le contact à vous, et on se fait le relais des appels, Mouedine, que tu as portés pour. J'espère que je ne vais pas continuer à t'embêter avec mes appels. Non, mais oui, moi aussi, mais c'est pas pour que tu nous ennuies plus, c'est parce que j'espère qu'il y aura plus de raisons. C'est ça que tu veux dire. C'est ça, oui, c'est ce que je tout vous à dis. fait. Tout à fait.